il a créé sa propre entreprise, il a construit ses avions, il les a rallongés et il a mis des parties vitrées de plus en plus importantes. Et là, du coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller voir l'ennemi et on pouvait se poser dans des champs. Tout le monde se souvient de cet avion dans le film Paris brûle-t-il, puisque au dernier moment, eh bien, l'avion survole les Champs-Élysées. C'est même l'un des premiers avions à le faire. Le pilote, c'est un pilote d'exception, il s'appelle Jacques Habert, il est à la Ferté-Alais, vous avez tous en mémoire ce site aéronautique internationalement connu, ce musée. Eh bien, il a pris cet avion de l'aéroclub de Cholet, il en est venu avec le président, et puis il fait cette démonstration parce qu'un avion, comme il me disait, eh bien un avion, ça reste un avion. Alors il pilote des Spit, il pilote des Hurricane, il pilote tous ces avions mythiques, mais également cet avion. Et il est l'un des seuls ou l'un des rares qui peut décoller, se poser avec cet avion, même lorsqu'il y a un vent de travers invraisemblable. Jacques Habert. Et puis pendant la guerre, vous savez, on a toujours affaire à des gens qui ont des idées un peu saugrenues. Et il y en a un, le major Carpenter. Il avait décidé de mettre des bazookas accrochés sur les haubans. Et ces bazookas pouvaient lancer donc des roquettes, des espèces de missiles. Et il a détruit 5 chars avec 6 roquettes qu'il avait emmenées. Ça veut dire qu'en fait, on pouvait, avec cet avion, surprendre l'ennemi et en faire quelque chose de destructeur. Et puis, à la fin de la guerre, il y a dans un Fischler Storch, un général allemand auprès de Berlin qui a essayé de s'en aller et de quitter Berlin parce que, évidemment, c'était entouré par les Russes et il ne voulait pas finir entre les mains des communistes. Et donc, de fait, il a essayé de s'échapper. Or, il y avait un colonel qui avait son avion et avec son pilote, il lui a dit « on va le pourchasser ». Et un peu comme on dit en plein Paris, chauffeur, suivez cette voiture, et bien là, il a dit, pilote, suivez cet avion. Ils ont réussi à le suivre et ils ont approché. Et avec un revolver d'ordonnance, eh bien, il a tiré dans le moteur, il a réussi à faire poser l'autre avion et c'est ainsi qu'ils ont fait prisonnier un général allemand. Et puis, il y a Anna Reich qui était une femme allemande et qui pilotait des hélicoptères d'une manière que personne n'a réussi à faire. Elle a été la seule femme au monde à pouvoir piloter un avion qui était un avion fusée, le Comet. Et elle partait avec ses Fischler Storch, elle partait à 5 ou 6 dans un avion prévu pour 2. Et donc c'était le capitaine de frégate Yopis qui a pris le micro et qui nous aide dans toute l'organisation, bien évidemment, depuis maintenant assez longtemps. Cet avion a une résistance structurelle qui est au-delà de ce qui se faisait à l'époque, d'une lourdeur de nez. Or, la lourdeur de nez d'un avion entraîne souvent le pilote en combat à décrocher ou à partir dans des domaines qu'il ne maîtrise plus et bien sûr à rejoindre le sol tout en vrac et pas forcément donc pour la survie et de lui et de l'avion. Alors, on va former des pilotes sur des avions qui ont des réactions à peu près similaires. Et cet avion est un avion qui a un nez très lourd. Dès lors qu'on tire dessus et qu'on monte en altitude pour prendre un arc de cercle qu'on appelle un looping, eh bien, lorsqu'on se retrouve à la verticale, on reprend de la vitesse de manière très 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 vite et forcément le sol arrive très très vite. Et là, on est dans le piège. Et ce piège, on l'apprend sur ces avions pour ne pas se retrouver dans ce même piège aux commandes du T6 notamment, qui va être ensuite l'avion qui va permettre de mieux comprendre encore, et puis également des avions comme le P-47 ou le P-40. Jérôme Joulin a acheté cet avion il y a quelques années, après avoir revendu un autre avion. Et il y a peu de temps, eh bien, il l'a entièrement démonté.
s'échappe à l'arrière. À l'intérieur, avec un manche qui ressemble à un avion de chasse, avec une manette des gaz mais un tableau de bord qui ressemble à un avion de ligne. Ces évolutions contraignent les pilotes à être à environ 5 fois leur poids, c'est-à-dire un 5G et en continu. De toucher au gaz, qui réduisait les gaz ou qui les augmentait, qui vérifiait son cap, etc. Et bien parfois il écartait les jambes et plaf, la planche tombait. Alors elle tombait par terre. Mais quand elle tombait par terre, ça veut dire qu'elle ne tombait pas sur le plancher, il n'y en avait pas. Donc elle tombait au fond de l'avion. Et au fond de l'avion, il y a environ 2 mètres. Impossible d'aller les récupérer. Et là, l'instructeur derrière s'amusait, évidemment, parce que l'élève, comment allait-il faire? Et c'est ainsi qu'on a appris aux pilotes, avec le cap qu'ils avaient, du moins d'imaginer dans le mental là où ils étaient, et bien de savoir là où aller. Ce qui fait que le pilote travaille notamment sur des documents, mais il travaille également beaucoup avec son mémoire, beaucoup avec son mental. Alors l'astuce, c'était de se mettre sur le dos. Et quand on se mettait sur le dos, l'ensemble retombait imperturbablement dans la verrière, mais ça retombait derrière. C'est-à-dire que le pilote était obligé de tendre la main pour aller chercher dans la verrière. Alors comme s'il y a beaucoup d'espace dedans, malgré tout, ça reste quand même inconfortable. Et là, quand on est en train de chercher quelque chose dans la verrière, ben, l'avion, au lieu de rester bien horizontal, partait dans des configurations où là, on avait le nez carrément en bas et ça devenait carrément le bazar à l'intérieur de cet avion. Beaucoup d'élèves s'en souviennent. C'est également les Tuskegee. Les Tuskegee, c'était ces hommes qui étaient noirs et à qui on refusait de donner un manche puisqu'ils voulaient quand même devenir pilotes. Et il a fallu que Mme Eisenhower vole avec, notamment dans un Piper, un PA-19 qu'on a vu tout à l'heure, un Taylor, et pour dire, eh bien, je vais voler avec ce monsieur. Et à partir de là, ils ont fait un peu ce que les femmes ont fait pendant très longtemps, et font peut-être encore maintenant, c'est-à-dire prouver qu'ils étaient 2 fois meilleurs que les autres pour uniquement exister. C'est ainsi qu'ils ont été les meilleurs escorteurs de bombardiers dans les conflits au-dessus de l'Allemagne et qu'ils ont ramené énormément de bombardiers en perdition parce qu'ils les sauvaient des Allemands qui venaient les mitrailler. Cet avion est donc chargé de souvenirs, notamment pour ceux qui ont connu l'Algérie, puisque les configurations de terrain sont extrêmement escarpées et il arrivait très souvent que ces avions se fassent prendre dans des turbulences. La flottille 12F, avec leur Rafale, nous viennent de Landivisio. Il faut savoir que ces avions, dans 3 jours, vont rejoindre le Charles de Gaulle pour 1 mois et demi de campagne en Méditerranée, avec les super-étendards et les Hawkeye. Il faut savoir que ces avions, en règle générale, partent aux alentours de 5 à 6 mois par an en mer, pour des campagnes d'entraînement, mais également en attente peut-être de conflits ou de résolution de conflits, parce que c'est le but. Au décollage, cet avion breton, qui va partir lui aussi, et c'est peut-être l'avion qui part le plus souvent, et le plus longtemps. Avec un avion qui, sous pratiquement 45 degrés, monte. Regardez, c'est exceptionnel. Un engin qui a été fabriqué spécialement par Grumman. Il a été spécialement fait parce que les Américains avaient très peur que les Russes n'envahissent les États-Unis par les îles Aléoutiennes, notamment donc par le nord, par le pôle Nord. Et donc de fait, il fallait des matériels qui en permanence vérifient
au niveau du radar. Or, un radar, quand il est au sol, il n'a pas une grande portée. Rappelez-vous, c'est un 23 de racine en pied. Eh bien, là, en le mettant en altitude, ça permet d'avoir une ouverture de vision beaucoup plus importante. Et donc, avec ce radar qui se trouve dans cette coupole au-dessus, il lui permet à peu près d'avoir une vision sur 500 km de rayon. Et sur ces 500 km de rayon, dans la mer, une boîte de conserve, elle est repérée. À l'arrière, évidemment, il y a ce qu'on appelle les tacos. Il y a les gens qui sont à l'arrière, les tacticiens, et qui sont avec des radars et qui vont analyser toutes les données qui leur sont arrivées par le radar. Alors ça peut être des bateaux de pêcheurs, ça peut être également des matériels flottants non identifiés, parce que ce sont des containers qui sont perdus en mer. Et puis avec cela, eh bien, c'est à eux d'imaginer qui est l'ennemi, qui est l'ami, et ça leur permet aussi de donner toutes ces informations au pilote devant qui va transmettre les informations au bateau ou aux chasseurs. Et c'est pour ça qu'ils sont indubitablement partis les premiers de porte-avions, parce qu'ils vont assurer la couverture aérienne, ce qui est la bulle au-dessus du sous-marin, au-dessus du porte-avions, pendant qu'il y a un sous-marin en dessous qui lui assure la bulle. Et donc le porte-avions est dans une bulle haute et basse, qui fait que tous les intrus, évidemment, sont immédiatement repérés et éliminés. Ce va donc être eux qui vont aider les chasseurs, notamment dans leur mission, et ils travaillent pour les pilotes avec 12 fréquences différentes pensées, et ils le font exactement ce qui a été pensé et imaginé. Les rafales sont regardées. Ça vous permet de comprendre pourquoi les avions de ligne ont des ailes qui sont recoupées au bout. C'est parce que ces petites parties qui sont concentrées de molécules ont une particularité, c'est de freiner les avions. Oh, c'est infime. Pour Alain Bissol, qui était pilote sur ces avions, qui a organisé le plateau. Les collectionneurs, ils vont se battre pour en avoir. Alors, n'hésitez pas avant de repartir, allez en chercher. Pour 2 €, je peux vous dire qu'après, vous ferez une affaire. Et en plus, elles sont magnifiques. Les molécules d'air sont feignantes. Et donc une envie, c'est de s'échapper au plus vite. Alors ce qu'elles font, eh bien, elles vont en bout d'aile le plus rapidement possible parce que c'est l'endroit le plus court. Et donc elles se concentrent là, elles se détendent et elles laissent apparaître l'eau qui était dans l'air. Le fait d'avoir les ailes recourbées diminue la traînée et donc font gagner 1% sur la vitesse. Quand on est un avion de ligne et qu'on vole des milliers d'heures de vol par an, eh bien ça fait quelques tonnes de pétrole d'économiser.